Bonjour à tous. La guerre n'a jamais vraiment quitté l'histoire. Elle est partout, dans nos mémoires, dans nos livres, dans nos films, sur nos écrans. Elle traverse l'actualité, façonne les équilibres du monde et alimente nos peurs. Et même lorsque certains veulent croire à l'avènement d'un monde pacifié, elle continue de rappeler régulièrement sa permanence et sa brutalité. Mars, en réalité, n'est pas près de prendre sa retraite. Car la guerre ne se résume pas à une succession de batailles ou de traités. Elle est aussi un révélateur des sociétés, de leurs rapports de force, de leurs mythes, de leurs peurs, mais aussi de leur grandeur. Elle dit quelque chose de ce que les peuples sont prêts à défendre et du prix qu'ils sont prêts à payer. Alors, comment voir la guerre aujourd'hui, pas seulement à travers les batailles ou les traités, mais aussi à travers ses figures, ses armes, ses mythes, ses angles morts? C'est ce que propose d'explorer un ouvrage singulier, un dictionnaire consacré à la guerre, il y en a plusieurs, mais un dictionnaire impertinent qui bouscule les idées reçues. Et je reçois aujourd'hui donc son auteur, Philippe Capron. Philippe Capron, bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes ni militaire de carrière, ni historien de formation, mais votre parcours ne manque pas de relief. Vous êtes ancien élève de HEC, de Sciences Po et de l'ENA. Et vous avez été dirigeant d'entreprise et banquier d'affaires. Et pourtant, depuis près de 50 ans, vous explorez, lisez et analysez la guerre sous toutes ses dimensions stratégiques, historiques, technologiques, mais aussi culturelles et anthropologiques. Alors, vous publiez aujourd'hui chez Pierre de Taillac, le dictionnaire impertinent de la guerre, un ouvrage singulier qui me propose à travers une multitude d'entrées, d'ailleurs mon livre ressemble à un arbre de Noël, des armes aux figures historiques, des batailles aux mythes, un regard à la fois érudit et volontairement iconoclaste sur ce phénomène central de l'histoire humaine. Alors, c'est un dictionnaire qui ne se contente pas de raconter la guerre, mais qui cherche aussi à comprendre ce qu'elle relève de nos sociétés, de nos imaginaires et aussi peut-être de nous-mêmes. Alors, pourquoi déjà le mot impertinent? Pourquoi un dictionnaire impertinent? Et puis, quel est le fil rouge qui relie les 111 entrées de ce livre? Il est impertinent parce que, comme vous l'avez dit, il essaie de décaper un peu les mythes, de débunker les fake news, comme on dit de nos jours, bravo. Et d'avoir un regard un peu original, qui reste factuel, érudit, mais qui essaie de faire des passerelles, de faire des liens, de faire des rapprochements parfois inattendus. Oui. Et c'est aussi là qu'est l'impertinence, ou en tout cas une certaine forme d'humour, parce que j'espère que les lecteurs prendront plaisir et s'amuseront à lire ce livre. C'est très vivant, les entrées sont très vivantes. Tout en apprenant quelque chose dans certains cas. C'est aussi un ouvrage de vulgarisation, parce que je ne suis ni un spécialiste de la chose militaire, ni un chercheur en histoire. J'essaie plutôt à nouveau d'établir des passerelles, de faire des liens, et toujours avec une perspective que j'espère originale. Alors quel est le fil rouge? Est-ce qu'il y a un fil rouge dans ce... Il n'y a pas de fil rouge. Le fil rouge, c'est que la guerre reste le grand chaos qui forme les civilisations. On a longtemps évacué les traités et les batailles, auxquelles vous faisiez allusion. On a longtemps eu une approche très intellectuelle de l'histoire des civilisations, en disant qu'il fallait regarder le temps long, qu'il fallait regarder les conditions matérielles de production, qu'il y avait un déterminisme et que finalement les hommes comptaient pour peu. En réalité, je pense que les hommes et les événements, on le voit dans l'actualité, continuent de s'imposer à nous, et qu'on ne peut pas se passer d'une approche historique qui étudie les choses en profondeur. Qu'est-ce qui vous a conduit? Pourquoi ce format de dictionnaire? Vous auriez pu vous lancer sur une étude anthropologique de la guerre ou... Je pense que c'est un format qui est agréable pour l'auteur, parce qu'il permet d'essayer de faire court et de synthétiser les sujets sans se lancer dans ce qui ne prétend pas être une vaste synthèse, mais qui est en même temps agréable pour le lecteur, parce que si un lecteur n'est pas intéressé par tel ou tel article, il peut passer au suivant, et j'espère que chacun trouvera son miel au travers de la centaine et plus d'entrées. Alors vous avez une formule, moi, que j'ai notée. Vous dites « La guerre est pourtant l'éléphant dans la pièce de l'histoire humaine ». Alors, à quel moment vous avez dit « La guerre est l'éléphant dans la pièce ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette formule? C'est un anglicisme. L'éléphant dans la pièce, ça veut dire le sujet que tout le monde voit, mais dont on ne peut pas parler. C'est une formule anglaise The elephant in the room. D'accord. C'est le sujet qui est évident, mais dont on ne veut pas parler. Et dont on ne veut pas parler parce que, en particulier, il y a tout un courant historiographique et philosophique qui consiste à dire que la guerre est une aberration, que c'est une anomalie dans l'histoire humaine, et que normalement le progrès des peuples et des civilisations fait qu'il n'y aura plus jamais de guerre. Alors on voit la vanité de cette croyance
en suivant l'actualité, même si globalement il y a moins de gens qui meurent à la guerre au fil des siècles, il y en a toujours beaucoup. Et l'idée rousseauiste que l'homme est naturellement bon et que c'est la société, alors on dira plus tard l'agriculture, les religions, les États, le capitalisme, qui le rendent belliqueux, ne résiste pas à l'analyse. C'est Hobbes qui a raison contre Rousseau. La réalité, c'est la guerre permanente, à moins qu'une force supérieure n'impose d'arrêter de faire la guerre. Et à ce moment-là, c'est la Pax Romana, c'est la Pax Mongolica, ça a été la Pax Americana jusqu'à il y a peu de temps. Jusqu'à il y a peu de temps. Alors, pour parler du livre, on ne va pas reprendre les 111 entrées une à une, ça serait fastidieux pour tout le monde. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre des grands thèmes, et puis qui vont se rapporter, il y a des correspondances entre chaque entrée. On va commencer par le commencement, qui sont les causes, les déclencheurs, les engrenages de guerre. Donc vous avez l'entrée casus belli, l'entrée incident, l'entrée déclaration. Donc vous dites que le casus belli est souvent un prétexte. Et qu'est-ce qui déclencherait vraiment une guerre ? Le casus belli, c'est souvent un prétexte, effectivement. C'est-à-dire que la dépêche d'Ems ou l'assassinat de Sarajevo ou l'oreille de Jenkins, dont je parle dans l'article de Belli, c'est 7 ans après qu'un malheureux capitaine britannique se soit fait couper l'oreille par des Espagnols parce qu'ils faisaient de la contrebande, les Anglais déclarent la guerre. Mais derrière tous ces exemples, il y a des causes plus profondes qui font que soit une des parties cherchait la guerre et cherchait simplement un prétexte pour la faire, soit les forces en cause, le jeu des coalitions, le jeu des alliances, on va en parler, le piège de Thucydide, on y viendra peut-être, pousser les gens à vouloir faire la guerre de toute façon. En l'occurrence, l'oreille de Jenkins, c'était parce que les Anglais voulaient pouvoir commercer avec les colonies espagnoles en Amérique du Sud et surtout maintenir l'asiento, c'est-à-dire le traité qui leur permettait de fournir les colonies espagnoles en esclaves noirs. Donc ça n'avait rien à voir avec l'histoire du malheureux Jenkins qui avait été molesté par... Ceux qui sont très forts sur le sujet sont les Américains aussi, quand il s'agit de déclencher des guerres. Tous les prétextes possibles. Alors là, en 1898, effectivement, c'est l'explosion du Maine à la Havane, qui est probablement accidentelle, enfin on le pense très majoritairement aujourd'hui, qui va permettre aux Américains de s'immiscer dans les affaires des Espagnols à Cuba, qui vont brièvement occuper puis rendre indépendantes, mais surtout aux Philippines, qui vont garder jusqu'en 1945. Alors vous parliez des alliances. Hein. Alors sur les alliances, on retrouve dans plusieurs entrées, donc alliances, le Congrès, la réelle politique, les occasions manquées. Donc pour vous, est-ce que les alliances, ça peut stabiliser ou ça rend la guerre plus probable ? Les deux, en réalité, c'est-à-dire que les alliances ont tendance à figer les situations et à établir des rapports de force qui, pendant un certain temps en tout cas, permettent d'assurer la stabilité. Ça a été le cas avant la Première Guerre mondiale, ça a été le cas de la guerre froide, où la logique bloc contre bloc interdisait des affrontements plus limités. Mais il est clair aussi que l'alliance, ensuite, si malgré l'alliance, les choses se passent mal, ça veut dire que la guerre prend un tour mondial. Oui, au régional, enfin même dans les plus vieilles alliances qu'il y a pu avoir. Enfin, sachant que les premières guerres mondiales, la première vraie guerre mondiale, c'est plutôt la guerre de 30 ans, si on veut, ou la guerre de 7, et ensuite la guerre de 7 ans au 18e. Alors on parlait du piège de Thucydide. Vous avez l'air sceptique sur sa pertinence. Oui, il faut peut-être expliquer rapidement. Oui, bien sûr. Thucydide explique dans sa guerre du Péloponnèse que la cause de la guerre, c'est l'émergence contre la puissance installée de Sparte d'une nouvelle puissance athénienne basée sur les colonies en Sicile, basée sur la marine. Et chacun des deux essaie justement de créer des alliances, de créer des ligues d'autres cités grecques, et tout ça aboutit à la guerre. Et des penseurs ultérieurs comme Toynbee ou Raymond Aron, et plus près de nous, Graham Allison, qui est un historien américain qui a écrit un bouquin sur le sujet, disent voilà, les guerres interviennent très, très fréquemment lorsque une puissance émergente menace la puissance installée. Et évidemment, la lecture
qui est faite de ça aujourd'hui, c'est la Chine et les États-Unis. Oui. Et donc, les gens disent, il y a une espèce de déterminisme. Or, moi, je ne crois pas au déterminisme. Je crois qu'il y a des tas de cas, la guerre froide a été un bon exemple, où des situations de ce genre n'aboutissent pas à une guerre. Des exemples que donne Allison dans son bouquin, d'ailleurs, ne sont pas toujours complètement convaincants. Mais ce qui est intéressant, c'est que les diplomates russes et chinois, les hommes politiques russes et chinois, ont fait référence à plusieurs reprises au piège de Thucydide, en général pour dire que, pour expliquer que, sachant qu'il existait, il pourrait y échapper. Mais c'est vrai qu'on a cette impression d'une logique de confrontation liée à l'émergence commerciale, mais aujourd'hui, enfin commerciale et industrielle, et désormais aujourd'hui militaire, de la Chine, et avec le déclencheur évident que constitue Taïwan. Même si je pense que les États-Unis n'ont aucun intérêt à Taïwan, et que donc Taïwan, à terme, finira par devenir chinois. Je ne vois pas... Alors je voudrais maintenant venir, on a parlé des engrenages maintenant, mais qui fait la guerre? Donc on va parler des acteurs. Alors les acteurs, ce sont bien sûr les États, les sociétés, les soldats et leurs chefs. Alors déjà, je voudrais revenir sur la nature humaine. Est-ce que vous pensez que la guerre fait véritablement partie de la nature humaine? Alors aujourd'hui, le débat entre Hobbes et Rousseau, auquel je faisais allusion, le débat entre Margaret Mead et Napoléon Chagnon, si on veut, est tranché. C'est-à-dire que les paléoanthropologues sont pratiquement unanimes pour dire que la guerre a toujours existé, parce qu'on trouve des traces de saguets dans les squelettes. Finalement, c'est à partir du moment où on a commencé à se sédentariser et... Non, pas forcément. Justement pas. Les Papous ou les Indiens d'Amazonie aussi se font la guerre. Alors, on a longtemps été abusé parce qu'il se faisait une guerre rituelle. Qui rappelle un peu la guerre de Troie. C'est-à-dire qu'on s'invective à distance, on se lance des saguets, et puis quand il y a un mort, on s'arrête. Et donc on dit, vous voyez, ça ne tue pas, ça ne tue personne. Alors, double erreur. Première erreur, quand vous avez 100 personnes, les 100 hommes du village, et qu'il y en a 2 ou 3 fois par an un qui meurt, ça fait un taux de mortalité qui, extrapolé à l'ensemble d'une population, c'est-à-dire pour la France, ce serait comme si on avait plusieurs centaines de milliers de morts chaque année à la guerre. Donc, et puis deuxième erreur, la vraie guerre des primitifs, c'est en général des embuscades contre des guerriers isolés, ou des raids pour capturer les femmes, tuer les enfants, capturer les femmes et le cas échéant disperser définitivement le village. Donc les primitifs sont extraordinairement violents. Votre expérience de vie dans un village primitif en Amazonie ou en Papouasie, elle était beaucoup chez les aborigènes d'Australie. Elle était la mortalité infantile aussi. Elle était non mais oui, excusez-moi, mais votre expérience de mourir à l'âge adulte, et à l'âge adulte était beaucoup plus forte que dans nos sociétés actuelles, malgré l'Ukraine, Gaza, le Soudan. Alors, il y a on va faire un petit reproche quand même. Je trouve qu'il y a un sujet que vous évacuez rapidement dans le livre à l'entrée Darwin. C'est justement sur ce que révèle la guerre des hommes et de soi-même. Alors vous citez, je vais reprendre l'entrée. Donc vous le citez pas, mais vous parlez de Junger, donc j'imagine de son livre de la guerre comme Rage d'acier, puis de la guerre comme expérience intérieure. Il faut que je retrouve rapidement, mais j'ai mis un post-it, le voilà. Alors vous dites que moins délirante peut-être et encore plus répandue. Alors parce que délirant, c'était, rappelez-moi, oui, c'était que la guerre opérait une sélection naturelle. Entre sociétés. Entre sociétés, donc ça c'est une... ça c'est comment dire un sujet, enfin un thème que vous partagez. C'est Hitler à la fin, qui, dans le bunker, qui dit le peuple allemand a échoué. La vision que j'avais, qui était que c'était le peuple dominant de l'avenir, a échoué, et donc il demande à Speer de saboter les ponts, les installations électriques, les installations de production d'eau, en disant nous avons échoué à notre tâche historique, le peuple allemand doit disparaître, puisque finalement il n'était pas ce que je pensais. Ça, c'est une vision délirante, effectivement. Alors donc vous dites moins délirant peut-être et encore plus répandu, et l'idée selon laquelle l'expérience du combat constitue le creuset ou le révélateur d'une personnalité. Vous dites moins délirant, mais pour vous c'est quand même un petit peu délirant? C'est un peu pathologique, mais il faut reconnaître que toute une génération, notamment après la guerre de 14, qui a été une expérience, alors toutes les guerres,
conduisent à des expériences individuelles, notamment parmi les combattants ou parmi les civils qui en subissent les conséquences directes, extrêmes et donc psychologiquement marquantes. Mais il y a chez ces anciens combattants, on parle de Jünger, mais c'est vrai pour Ernst von Salomon ou pour d'autres, cette idée que finalement, une fois qu'on y a pris goût, on ne peut survivre que dans la guerre. Oui. Mais sur le moment même, est-ce que ça révèle véritablement sa personnalité profonde? Je pense que oui. Et le vrai sujet... Alors, le vrai sujet, c'est que... c'est de se demander qu'est-ce qui fait que les gens sont prêts à risquer leur vie et à tuer d'autres gens, ce qui est très rare. La plupart des soldats ne tirent pas à la guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, toutes les études de l'armée américaine ont montré que on tire n'importe comment ne tirait pas du tout ou tirait n'importe comment sans viser. Alors, qu'est-ce qui pousse les gens à le faire? C'est probablement l'esprit de corps, l'esprit de la fraternité de combat. Alors, je te dis tout ça très modestement, parce que moi j'ai fait mon service militaire, mais je n'ai en temps de paix, donc je n'ai jamais combattu. C'est probablement ça qui les motive, et c'est un ressort intéressant. Alors, vous soulignez les lacunes du livre, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup parce que je n'ai publié que la moitié des entrées que j'avais écrites. À la fin. Donc vous pensez vraiment que ce qui peut pousser aussi l'homme à se battre, c'est la fraternité, c'est l'esprit de corps, et puis la peur aussi, certainement. D'ailleurs, il n'y a pas d'entrée peur, je crois. Hein, non, ça sera peut-être pour une prochaine fois. Et alors, vous évoquez aussi des talents inattendus. Alors, est-ce que la guerre révèle, on l'a vu, les caractères, ça, mais est-ce que ça révèle aussi des personnalités? Alors ça révèle des personnalités, ça révèle des talents, parce que vous avez, même à l'époque classique, vous avez des tas de généraux qui ont commencé comme cadets ou qui ont suivi, qui ont été dans des académies militaires ou qui, très jeunes, ont accompagné papa sur le champ de bataille. Et puis vous en avez d'autres qui, à 40 ans, sans avoir jamais eu de passé militaire, se révèlent de grands stratèges. Vous avez des gens comme Cromwell, comme Jan Žižka, qui est le patron, qui est le chef militaire des Hussites, un siècle avant la Réforme, en Bohême. Vous avez Bolivar, vous avez Abdelkader, vous avez Pilsudski en Pologne, vous avez Toussaint Louverture. Ce sont des gens qui n'avaient, de près ou de loin, jamais été mêlés à la guerre, avant de se retrouver tout d'un coup chefs d'armée ou généraux en chef, et de faire preuve de compétence. Alors, il y en a beaucoup aussi qui s'avèrent moins compétents dans ces conditions-là, mais c'est effectivement un révélateur de talent. C'est un révélateur de talent parce que la guerre, c'est très très bon pour l'avancement. Oui, aussi. aussi. Et puis, on l'a vu au moment de la Révolution et de l'épopée napoléonienne. Alors, vous avez la moitié des généraux d'Empire, effectivement, commencent leur carrière comme simples soldats, soit dans l'armée royale, soit dans l'armée impériale, ou dans l'armée révolutionnaire, plutôt. Et alors, je voudrais revenir maintenant à la politique. Donc, on connaît la phrase de Clausewitz. Mais est-ce que le politique tient le militaire ? Ça dépend dans quelle société et à quelle... Vous avez des relations qui sont très complexes. Même dans un pays qui est un pays fondamentalement légaliste et civil, où la toge s'impose aux armes, comme les États-Unis, vous avez quand même Zachary Taylor, Ulysse Grant, Eisenhower, qui ont été, et je dois encore en oublier un ou deux, qui ont été élus présidents grâce à leur haut fait militaire. Donc, on passe assez facilement de l'un à l'autre. Là, en France, il n'y a guère que De Gaulle et Napoléon, évidemment, qui soient dans ce cas, puisque Boulanger n'y a pas réussi. Alors, il y a un sujet que vous abordez que j'ai trouvé intéressant. Alors, je l'ai appelé quand la guerre déraille. Donc, on parle effectivement de désertion, de discipline, de refus d'obéir, mais aussi la libération sur parole. Ça n'existe plus, la libération sur parole. Si, entre les Ukrainiens et les Russes, il y a eu des échanges de prisonniers. Oui. Avec en contrepartie l'obligation, effectivement, de ne plus servir. Mais ça se faisait beaucoup. Alors ça se faisait entre gens de qualité, c'est-à-dire qu'on le faisait surtout pour les officiers, mais pas seulement. Ça s'est fait beaucoup pendant la guerre, au début de la guerre de sécession. Et puis au bout d'un moment, les sudistes ont dit on ne veut pas libérer sur parole les soldats noirs de l'Union.
Et du coup, ça a bloqué le processus. Oui. Ce qui est probablement quelque chose qui a fait 100 000 morts environ. C'est-à-dire que de soldats qui sont morts dans les camps, notamment dans les camps sudistes d'ailleurs, où ils étaient moins bien traités, des deux côtés, puisqu'on a arrêté d'échanger les prisonniers. Donc, eh bien, et sinon, en 14, c'est arrivé au début de la guerre ou à ma connaissance, il n'y a pas d'officiers qui donnaient leur parole? Non, parce que là, on est dans une situation de guerre totale où toute la population est mobilisée, où on n'a pas envie de libérer des gens. Et la désertion? La désertion, elle est de tous les temps. La statistique la plus incroyable, je ne le dis pas dans le livre, c'est pendant les guerres de Louis XIV, il y a eu, je crois, 750 000 déserteurs. Ce qui est un chiffre qui ne peut prendre son sens que si on fait l'hypothèse que les mêmes soldats ont déserté plusieurs fois. Mais cette attrition liée, même pas au combat, mais simplement au déplacement des armées, au découragement, aux difficultés de ravitaillement, elle est considérable dans les armées de l'époque. Elle est presque aussi considérable que la maladie, qui pratiquement, enfin jusqu'à la fin du XIXe siècle, va tuer plus de soldats que les opérations et que les combats. Alors maintenant, je voudrais rentrer dans la guerre, si je puis dire, enfin du moins conduire la guerre, et surtout le regard qu'on peut avoir sur certaines batailles. Vous faites, comment dire, il y a un article très intéressant, j'ai trouvé, sur l'opération Bragation. Qui est, vous le dites, la plus grande opération qui ait jamais eue, et qui est par rapport au débarquement, on n'en parle presque pas, quoi. On ne parle que du débarquement. L'histoire est écrite par les vainqueurs, les Américains. Les vainqueurs, malgré la faiblesse du prix payé en vie humaine, 400 000 morts, ce sont les Américains. Ce ne sont pas les Russes qui, eux, en ont perdu 20 millions. Et donc, le débarquement a complètement occulté l'opération Bragation. Les deux ont été planifiés ensemble, enfin en tout cas décidés ensemble, de façon à ce que les Allemands ne puissent pas renforcer un front contre l'autre. Et donc, au moment où les Alliés débarquent, les Russes lancent une gigantesque offensive. Ils ont repris la main depuis Koursk. Et donc, au printemps 1944, ils lancent une offensive où ils mobilisent 2 millions d'hommes sur un front de 1000 km, et où ils ont enfoncé les Allemands sur 600 km. Alors évidemment, ils sont 2 à 3 fois plus nombreux que les Allemands, et si on regarde uniquement les chars, les avions, l'artillerie, c'est plutôt un rapport de 1 à 7. Mais ils le font en perdant peu d'hommes, c'est en perdant plus d'hommes que les Allemands, ils sont en offensive, mais ça n'a rien à voir avec les offensives précédentes. Il y a eu une maturation, ce qu'on appelle aujourd'hui l'art opérationnel. L'art opératif, qui fait que l'offensive est très bien conduite. Et c'est une série d'offensives, une série de coups de boudoir. Et ils avancent pendant 2 mois et demi, jusqu'à ce que leur possibilité logistique soit épuisée. Et puis, certains historiens insistent là-dessus, ils s'arrêtent sur la Vistule pour laisser le temps aux Allemands d'écraser l'insurrection de Varsovie. Comme ça, la liquidation des élites polonaises est quelque chose qu'ils n'auront pas à faire, eux, quand ils auront occupé le pays. Alors, mais finalement, on peut dire que Bragation n'a pas eu son jour le plus long. Le film, il y a un soft power soviétique qui était moins puissant que le soft power américain. Oui, les soviétiques, visiblement, n'ont pas réussi à égaler Hollywood. Alors, il y a d'autres... Bragation, c'est un général intéressant parce que Napoléon disait les Russes n'ont pas de généraux en dehors de Bragation. Et alors, c'est vrai que Souvorov était mort en 1900. Et le nom de l'opération porte le nom d'un général russe. Alors, il y a d'autres petites batailles que vous évoquez. J'ai bien aimé l'article sur Valmy et sur Bir Hakeim, parce qu'effectivement, Valmy, on en fait une victoire écrasante, alors que ce n'est pas vraiment le cas. C'est une victoire morale. C'est symbolique. C'est une victoire morale. Et puis quand même, c'est une canonnade, mais les Français tirent 20 000 obus, enfin 20 000 boulets à l'époque, pour tuer environ 200 Austro-Prussiens. Mais le simple fait que les Français résistent et que ce mélange qui n'avait pas été testé de régiments d'Ancien Régime et de sans-culottes qui sont venus
plus ou moins en bordel couvré, pour défendre la patrie, va tenir. Et quand les Autrichiens et les Prussiens forment leur colonne d'assaut, ils tiennent. Et du coup, les Autrichiens et les Prussiens font marche arrière. Et la dysenterie aide. La dysenterie les aidant aussi. Oui. Mais... alors, pour faire la guerre... Et Bir Hakeim, c'est un peu pareil. Mais alors, c'est pas une vraie bataille, Valmy. On n'en vient pas à se tirer dessus à courte portée ou à se charger à la baïonnette, mais ça donne à la Convention le courage nécessaire pour dire, bon voilà, c'est fini, maintenant on abolit la monarchie, et peu de temps après on tuera le roi. Donc il y a une conséquence politique qui est importante, le fait que les armées aient tenu. De la même façon, Bir Hakeim, le fait que c'est la première fois que les Français tiennent spectaculairement bien par rapport aux Néo-Zélandais, aux Indiens et aux Britanniques qui occupent des positions analogues qui vont être tout de suite enfoncées, ou aux défenseurs de Tobrouk qui se rendent à des Italiens moins nombreux qu'eux, alors que Tobrouk est une place forte considérable. Donc toute cette opération Gazala est ridicule pour les Anglais. Les seuls qui tiennent, c'est les Français, au point que même Hitler dira, ça confirme ce que j'ai toujours dit, le soldat français après le soldat allemand est le soldat le plus solide et le plus méritant. Je sais pas si il oublie d'ailleurs que les Français dont il parle, c'est des légionnaires ou des troupes d'Afrique du Nord, mais enfin bon, peu importe, prenons ses compliments. Oui. Et donc là aussi, symboliquement, c'est important parce que ça permet à De Gaulle de s'asseoir à nouveau à la table des grands, en disant, regardez, il y a la France libre contribue effectivement au combat des Alliés. Alors pour faire la guerre, il faut des armes. Il y a un axe qui traverse beaucoup d'entrées, donc c'est l'armement. Et vous d'abord, vous décrivez la guerre comme une affaire d'industrie. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Ça n'a pas toujours été le cas parce que la différence de potentiel industriel entre les uns et les autres n'a pas toujours été aussi marquée. Mais c'est le cas à partir de ce qu'on appelle la révolution militaire, ce que Parker appelle la révolution militaire au XVe, quand l'Occident commence à avoir un vrai décalage par rapport au reste du monde, ce qui va permettre la colonisation, avec des bateaux plus puissants, une artillerie plus forte qui peut bombarder les ports ou annihiler les flottes étrangères. Et donc à partir de ce moment-là, oui. Mais quand on regarde la guerre de sécession, clairement le talent est au sud, mais l'industrie est au nord. Quand on regarde la Seconde Guerre mondiale, il est clair qu'à partir du moment où les Russes tiennent devant Moscou, donc en décembre 1941, et où les Américains rentrent en guerre, contre les Japonais, mais aussi contre les Allemands, puisque les Allemands leur déclarent la guerre 4 jours après Pearl Harbor. Vous avez 70% du PIB mondial d'un côté contre moins de 30% de l'autre. Donc on ne voit pas comment, dès lors que la guerre dure, la guerre aurait pu ne pas durer. Si Churchill s'était déculotté ou si ça avait été Halifax, on aurait pu imaginer qu'une paix séparée avec l'Angleterre, mais dès lors que la guerre dure, les Alliés ne peuvent que la gagner. C'est terminé en 1941. Les contemporains ne le voient pas, ne peuvent pas le voir parce qu'ils sont aveuglés par l'évidence des succès allemands et des succès japonais qui prennent Singapour, réputé imprenable, avec là aussi des forces très inférieures en nombre à celles des défenseurs anglais. Donc on est subjugué par ça, mais la réalité, c'est quand même que Dieu est en général souvent du côté des gros bataillons. Oui, ça, la formule est c'est de qui ? Ce n'est pas de vous, non, c'est pas le maréchal de Saxe. Je sais pas, mais c'est un peu l'idée de Staline disant le Vatican, combien de divisions ? Combien de divisions, oui. Alors, on constate quand même souvent une asymétrie permanente entre l'arme chère et l'arme qui tue. Je prends l'hélicoptère soviétique face aux petits missiles Stinger américains ou l'arbalète face à l'armure. Il y a une dialectique effectivement permanente du glaive et du bouclier, et avec ce que vous dites, c'est-à-dire que effectivement un bazooka ça vaut je sais pas $15 sortie usine, alors qu'un char Sherman c'est 20 000. Or pourtant le bazooka peut détruire le Sherman, et on peut en produire évidemment un grand nombre. On est probablement avec les drones aujourd'hui à un point de rupture de ce point de vue-là. On a vu que les drones ont complètement neutralisé les chars. Je vous rappelle la grande contre-offensive ukrainienne alimentée par des Léopard 2 et autres chars occidentaux. On en a très vite plus parlé parce que la capacité des drones low cost à percuter un char. Ce sont des drones qui viennent d'où ? Qui viennent de beaucoup de Turquie, Chine ? Ils viennent d'Iran, de Turquie, mais ils sont de plus en plus fabriqués par les Russes ou les Ukrainiens eux-mêmes. Ce sont des drones qui sont armés comment ?
Alors, Ils ont une charge explosive. ils ont une charge explosive, mais ce sont, contre les fantassins, ce sont pratiquement des drôles du commerce avec une grenade, quoi. C'est pas beaucoup plus sophistiqué que ça. Contre des chars, il faut quand même des charges plus importantes, donc un emport plus important. Mais et à côté de ça, vous avez toujours des matériels sophistiqués. Il y a le grand débat sur le porte-avions en ce moment en France, mais il y a un Américain qui n'est pas un humoriste, un ancien patron de Lockheed Martin, ancien secrétaire d'État à la guerre, à la défense américaine, qui s'appelle Augustine, et qui avait, dans les années 70, trouvé une loi qui disait que le coût des matériels était exponentiel. Et de fait, je sais pas, un Leclerc, ça vaut 10 fois plus ça coûte 10 fois plus cher qu'un AMX-30. À chaque génération de matériel, les prix augmentent. Et le corollaire de ça, puisque les budgets ne sont pas extensibles, c'est qu'il y a de moins en moins d'avions de chasse, de chars. La France a aujourd'hui presque 20 fois moins de chars qu'elle n'en alignait en 1940. Et Augustine disait, j'extrapole mes courbes, les États-Unis n'auront plus qu'un avion en 2050. À mon avis, il avait tort. Je pense que les Américains auront toujours quelques avions, mais ils n'en construiront plus. Je pense que c'est Elon Musk qui a raison quand il dit qu'il n'y aura pas de successeur au F-35. Je pense que tout le débat sur le SCAF, aujourd'hui, est surréaliste. Parce que je pense que la réalité, c'est que pourquoi mettre un corps humain qui supporte mal les jets, qui supporte mal les accélérations, qui ajoute une centaine de kilos avec son équipement dans un avion, alors que l'intelligence artificielle peut le piloter aussi bien et que il n'aura jamais les réflexes et la capacité d'analyse de la situation et de réaction d'un automate. Donc je pense qu'on assiste à la fin de l'aviation. D'ailleurs, le maréchal Foch l'avait bien dit, il avait dit en 1914, c'est un gadget inutile. Qui n'a pas d'avenir. Qui n'a aucun avenir militaire. Alors, donc vous pensez vraiment que le soldat puisse être remplacé par la machine ? J'ai pas dit le soldat, oui. J'ai dit l'aviateur pour l'instant. L'aviateur. Alors ça, c'est très très dur à entendre pour l'establishment de l'armée de l'air, parce que l'armée de l'air, les dirigeants de l'armée de l'air, ce sont des gens qui sont sortis parmi les premiers de l'école de l'air, qui sont donc entrés dans la chasse, et s'ils ne sont pas morts à 40 ans, ils sont généraux, voire même chef d'état-major des armées. Chef d'état-major des armées. Et évidemment, pour eux, c'est difficile à entendre que leur métier va disparaître. Un peu comme les cavaliers ont mis du temps à se dire que le char allait remplacer leur monture. Mais sur le terrain, l'emploi des drones, l'emploi maintenant de blindés télécommandés, fait que... D'ici à ce que je pense que le soldat va commencer... Alors, je ne sais pas ce qui se passera en 2100. Et non, on ne sera plus là pour le comme le disait Pierre Dac, la prévision est un art difficile, surtout quand il s'agit de l'avenir. Mais d'ici, dans les années à venir, on va avoir des soldats augmentés, c'est-à-dire complètement intégrés à des intelligences artificielles qui leur permettront de mieux évaluer les menaces, l'environnement, de se coordonner entre eux. C'est déjà le cas assez largement, mais ça, plus les exosquelettes, vont probablement pas mal modifier le fantassin moderne. Je pense qu'en revanche, avoir, ne serait-ce que pour des raisons de coût, avoir des droïdes humanoïdes qui remplacent complètement les soldats, on n'y sera pas tout de suite. Et puis quel est l'intérêt finalement de se détruire entre armées d'androïdes ? Mais alors c'est comme si vous me disiez, mais quel est l'intérêt pour un char de détruire un autre char alors que l'intérêt... Mais sauf qu'il y a quelqu'un dans le char. Oui, mais le char, il est là surtout pour détruire des fortifications ou opérer une percée. Les premiers avions sont des avions d'observation. Et de bombardement. Et puis très vite, on dit, mais il faut aller détruire les avions ennemis. Donc on crée des chasseurs. Et puis très vite, les chasseurs, ils se battent entre eux au lieu de se battre contre les avions de bombardement. C'est la même logique. Alors est-ce que pour vous... Mais ça va accroître la symétrie entre les pays développés et les pays qui le sont moins, c'est clair. Et puis le danger, c'est que si la technologie tombe... Il y a ça, et puis il y a aussi le problème éthique, qui est de savoir qui donne l'ordre de tir. Jusqu'à présent, les drones dont Obama en particulier a fait un usage, prix Nobel de la paix, a fait un grand usage, mais ils sont pilotés dans des Algeco en Arizona. Oui, mais ils sont pilotés. C'est-à-dire que l'ordre de tir est donné par une autorité politique ou en tout cas
un décideur humain. Le jour où on laisse l'IA ouvrir le feu en fonction, même si elle le fait en fonction d'instructions et d'une programmation, on rentre dans un autre paradigme. On sort de l'anthropocène. Alors, il y a des entrées qui sont nucléaires et guerres bactériologiques qui me font poser la question, est-ce qu'il existe une limite acceptable à la létalité des armes? C'est ce que je dis, je rappelle, j'espère que ça ne choquera pas vos auditeurs, mais le premier homme à avoir reçu un coup de pied dans ses parties viriles aurait dit, avec une telle arme, toute guerre devient impossible. Je ne pense pas qu'il y ait de limite. Je pense qu'il peut y avoir. Je ne pense pas que le droit de la guerre permette de fixer des limites. On le voit bien. Aujourd'hui, on est choqué quand les Russes tuent des civils en Ukraine, mais on était moins choqué quand les Américains ont tué 100 000 Japonais à Tokyo. C'est intéressant de voir la Seconde Guerre mondiale à l'heure d'Instagram et de TikTok. Oui, donc la sensibilité a beaucoup changé. Je pense que le nucléaire et le bactériologique restent des lignes rouges. Le chimique, c'est plus compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on n'a pas utilisé les gaz pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout le monde commence la Seconde Guerre mondiale avec son masque à gaz. Et puis finalement, d'un commun accord, pas parce que c'est interdit, mais parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Finalement, les gaz ne seront pas utilisés pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf exception, sauf dans certains cas. Il y aura des tentatives d'utilisation de l'arme bactériologique par les Japonais en Chine, mais ça n'a pas été beaucoup plus loin. Et quant au nucléaire, même le nucléaire tactique, qui n'est pourtant pas très différent d'une frappe massive par des bombes conventionnelles, reste une limite que, jusqu'à présent, personne n'a osé franchir. Alors justement, on parlait de droit et de loi de la guerre. Est-ce que c'est pour vous du réel ou est-ce que c'est un décor juridique ? Je crois qu'il y a les deux choses. Il y a, malgré tout, dans la plupart des conflits modernes, le respect d'un certain nombre de règles. On parlait des prisonniers, on parle des civils. Je pense que ça existe et ça existera, même si le droit en question est bafoué. Et il peut y avoir des crimes contre l'humanité, ou en tout cas des crimes des crimes de guerre. Je pense en revanche que ce qui n'existe pas, c'est le droit international. Le droit international, le droit des gens, comme on disait, est bafoué en permanence parce qu'on est malheureusement dans une loi de la jungle, parce qu'il n'y a pas de... Personne n'est là. Enfin, la Cour pénale internationale est un bon exemple. Elle est reconnue par tout le monde, sauf les Américains, les Russes, les Chinois. Elle est reconnue par les Européens. Alors, vous avez également des entrées, on va rester dans le droit des gens, si je puis dire. Vous avez une entrée esclave, occupation, bordel militaire et bordel militaire de campagne. Alors, est-ce que vous montrez la guerre finalement également comme un accélérateur de transgression ? C'est forcément un accélérateur de transgression. Enfin, les viols en cas de guerre, même en l'absence d'une volonté de nettoyage ethnique, comme on a pu le voir ici ou là, le viol en cas de guerre est une constante à cause de la pression psychologique, à cause des pulsions humaines ou masculines, et à cause du sentiment d'impunité collective ressenti par les soldats dans ce cas-là. Même si dans le droit des armées, les viols sont punis théoriquement. Théoriquement. Je vous engage à lire Une femme à Berlin. Oui, je l'ai lu effectivement, mais c'était pas puni effectivement dans les armées slaves et soviétiques. C'était puni plus ou moins, et même dans les armées, il y a eu des cas de viol de femmes françaises par des GI ou de viol de femmes allemandes par des soldats français au moment de l'occupation. Alors, les occupations, elles peuvent être assez pacifiques. Vous savez combien d'Allemands meurent en France pendant la période de l'occupation? 500, c'est ça? Voilà. Je l'ai lu dans votre livre. Compris. Voilà. 500. Je ne savais plus, c'était là. Donc c'est 500 qui meurent d'attentats. Attentats individuels, sabotage ferroviaire, maquis, combat contre le maquis, 500. Pendant 4 ans, il meurt 1000 soldats allemands par jour sur le front soviétique, sur le front de l'Est, même au moment où il n'y a pas, même en dehors des moments comme Bagration, même quand il n'y a pas de grandes opérations. Les Allemands perdent quand même 50 000 hommes
pendant la campagne de France. Donc, on voit bien qu'il y a des occupations plus sympathiques que d'autres. L'occupation japonaise ou l'occupation des Américains au Japon ou en Allemagne après la guerre, dont on craignait que ça soit un bain de sang, a été extraordinairement pacifique. Ce qui compte, c'est quand le moral est brisé, il n'y a plus de... Mais est-ce qu'il y a des occupations, quelles occupations ont duré le plus longtemps? Alors, on peut considérer que l'Allemagne ou le Japon, ça dure encore. C'est l'occupation soviétique de l'Europe de l'Est. Oui. Qui est bien une occupation, qui ne disait pas son mot. Puis alors vous avez d'autres occupations qui durent parce que elles arrivent à... Vous avez des empires coloniaux qui ont duré parce qu'ils étaient continentaux. Ça s'appelle les États-Unis et la Russie. Parce que les populations autochtones ont été assez largement remplacées. Oui. Et que personne n'est donc venu pour demander que l'occupation cesse, puisque les populations avaient disparu. Ce sont les seuls empires qui aient survécu, parce qu'ils étaient de plein pied. Alors justement, à propos d'empire... La colonie, c'est de l'autre côté de la mer. Oui, c'est ça. À propos d'empire, justement, est-ce qu'on peut dire que l'empire, c'est une guerre prolongée? Ça revient un peu... Est-ce que vous... Alors, l'empire, c'est... toute guerre vise à mettre fin à la guerre. En général, il n'y a pas beaucoup de dirigeants qui disent que la guerre est pour eux un sport comme la chasse et que donc leur but est de faire la guerre tout le temps. Même Genghis Khan, sa vision à lui, c'était que tous les peuples sous le ciel soient soumis à une même autorité et de faire régner la Pax Mongolica. Alors évidemment, Genghis Khan, il avait une vision qui était de dire il faudrait que tout soit des pâturages, il faut détruire les villes, annihiler tout le monde, faire disparaître l'agriculture et que tout soit pâturage pour nos chevaux. Assez vite, ses successeurs se sont dit, finalement, cette vision-là, il vaut mieux faire du commerce et surtout faire de l'impôt. C'est-à-dire que ça coûte moins cher de devenir les nouveaux aristocrates et de taxer. C'est ce qu'on appelle le stationary bandit, le bandit stationnaire, le bandit qui arrête de piller et qui, plutôt que de piller, taxe. Lève l'impôt. Les États modernes ont bien compris ça. C'est comme ça que la conquête musulmane s'est faite d'ailleurs. Non, c'est comme ça que le taux d'impôt a augmenté continuellement aux conquêtes. La conquête musulmane, c'est pareil. Ça crée, pendant un certain temps, une espèce de Pax Arabica qui ne va pas durer, parce que très vite, le monde musulman se fracture, que très vite, il y a des sultanats qui se font la guerre les uns aux autres. Et pour les Mongols, c'est pareil. Les Mongols, ils se fracturent. Alors en plus, comme les Mongols n'ont pas vraiment de religion, ils sont chamanistes, mais ils deviennent, selon les pays où ils s'installent, alors certains sont chrétiens nestoriens, mais beaucoup d'autres vont devenir musulmans, certains vont devenir bouddhistes ou confucéens en Chine, et donc très vite, il n'y a plus d'unité de l'Empire, et les Genghis Khanites vont se faire la guerre, comme c'est le cas des descendants de la conquête arabe. Alors, est-ce qu'il y a des guerres... Et donc, cet idéal de dire, on va faire la guerre, et puis alors comme ça, tout le monde sera d'accord, et ça va être la paix, ça a duré un peu pour Rome, un certain temps, ça a duré un peu, mais ça a peu duré pour Genghis Khan, pour Tamerlan ou pour d'autres. Mais par exemple, est-ce qu'on peut dire que l'État moderne, on parle en France, est-ce qu'on peut dire qu'il est né, j'ai bien aimé la formule, pour vous, l'État moderne est né du canon, est né de l'artillerie? Alors, l'artillerie a été un des facteurs. L'entrée sur l'artillerie est importante. Si le Moyen-Âge, c'est justement parce qu'il n'y a plus d'État moderne capable de défendre contre les Sarrasins, les Vikings ou les populations venues de l'Est, enfin les descendants des Huns. On se recroqueville autour du château fort, autour du seigneur local qui va vous protéger. Et puis le canon, lui, c'est une logique inverse, c'est-à-dire que le canon va permettre à la fois d'abaisser les fortifications des seigneurs et donc de réduire le risque de fronde et de révolte locale. Et donc l'équilibre du pouvoir passe au niveau central, parce qu'il n'y a qu'au niveau central qu'on a les moyens d'avoir une artillerie, de se payer des fonderies, une métallurgie, des ingénieurs militaires qu'on fait venir de l'étranger pour apprendre à fondre des canons. Et donc l'artillerie qui va araser les châteaux et permet d'assujettir la noblesse à la cour. Et donc c'est un des facteurs, c'est pas le seul, qui fait que la plupart des États évoluent à ce moment-là d'une monarchie qui était parfois même élective, dans le cas de la Pologne ou autre, vers une monarchie absolue et plus contraignante.
Eh bien, nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, il y a 111 entrées. Malheureusement, on n'a pas le temps de tout, de tout explorer. Si vous deviez en ajouter une 112e, alors, en 2026, J'en ai ajouté plus que ça, puisqu'en fait, je n'ai publié, sur la suggestion de mon éditeur Éditions Diffuseurs, que la moitié de ce que j'avais écrit. J'avais écrit un texte qui était à peu près deux fois le double, que je compte sortir à la fin de cette année. Fin 2026, normalement, si l'ouvrage se vend un peu. Donc c'est une suite ou vous complétez celui-ci? Ce serait une réédition ou Non, c'est pas une réédition, c'est d'autres entrées. D'autres entrées, mais on recommence à... Et là, j'ai coupé en deux de façon un peu aléatoire. Par exemple, il y a une entrée sur la démocratie qui explique que la démocratie n'est pas, malgré ce qu'on pourrait tous espérer, évidemment, la façon d'éviter la guerre. Au contraire, on peut même penser que les guerres entre démocraties ont été plus dures que les guerres entre monarchies. Louis XIV, il n'arrêtait pas de faire la guerre aux Espagnols, mais il était lui-même fils, époux du roi d'Espagne, et voilà. Donc, de la même façon, je parle de la Seconde Guerre mondiale dans celui-ci, je parle de la première dans celui qui est à sortir. Il y a des guerres importantes comme la guerre de 30 ans qui ne seront traitées que dans le second. Là, je parle de Browning, mais dans l'autre, je parlerai de Colt. D'accord. Et sinon, sur l'expérience combattante, vous en rajouterez aussi? Je pense que j'ai noté ce point. J'avais quelques entrées sur ce sujet dans l'autre, mais... On ne peut pas tout traiter. C'est ça qui est merveilleux d'ailleurs avec ce thème, c'est que dès lors qu'on le creuse, et surtout dès lors... Vous n'avez pas dit c'est ça qui est merveilleux avec la guerre? Presque. Enfin, merveilleux, pas pour le praticien, mais pour l'étudiant. C'est le fait qu'on n'a jamais fini d'apprendre, évidemment, et puis surtout que... il y a en permanence des aspects, ça irrigue tellement la société, notre imaginaire collectif, notre histoire collective, qu'on a en permanence des angles nouveaux, des façons nouvelles de voir les choses. Bien sûr. Alors donc je vous renvoie, chers téléspectateurs, au dictionnaire impertinent, et non pas amoureux, parce qu'il y a beaucoup de dictionnaires amoureux, mais ça aurait été un peu délicat à justifier. Donc dictionnaire impertinent de la guerre, 111 articles pour décrypter la plus vieille des passions humaines, aux éditions Pierre de Taillac, et donc nous attendons le tome 2 pour la fin de l'année 2026. Philippe Capron, merci infiniment, c'était Passé Présent, l'émission historique de TVL, réalisée en partenariat avec la revue d'histoire européenne. Avant de nous quitter, vous n'oubliez pas bien sûr de cliquer sur le pouce levé sous la vidéo et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Merci, à bientôt.